écoutez IDFM Radio, il est 13h, bienvenue si vous venez de vous connecter sur le 98 FM. Vous nous écoutez en DAB+, dans toute l'Île-de-France, mais également sur idfm98.fr et l'application IDFM Radio. Vous le savez, tous les derniers lundis du mois, nous avons rendez-vous avec les partenaires en lumière. Et le partenaire du jour, c'est bien évidemment la mission locale Vallée de Montmorency, avec son directeur David Potrel, sa responsable de communication Laïssa Guerra, qu'on connaît bien maintenant, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on les reçoit. Et aujourd'hui, notre partenaire nous présente un de ses partenaires, qui est l'association Nouvel Horizon, avec sa présidente Françoise Noiret. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Comment ça va ? Magnifique, une belle journée commence. Commence, il est 13h, elle a commencé depuis longtemps. Elle commence quand même. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Merci d'être avec nous au micro d'IDFM Radio. David, c'est toujours un plaisir de recevoir vos partenaires, les partenaires de la mission locale. Ils sont nombreux. Je sais que tu n'auras pas assez de temps pour tous les accueillir, mais j'espère que l'année prochaine, ça continuera. C'est toujours un magnifique plaisir de venir et c'est toujours un magnifique plaisir de se redécouvrir tous ensemble. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'association Nouvel Horizon. Françoise Noiret, vous en êtes la présidente. Absolument. Merci pour votre accueil. Merci à vous d'être venue pas très loin. 95, loin, ça reste dans le même département. Ouais. Et donc, votre association, elle a pour objet de prévenir les violences conjugales et d'accompagner les victimes. Donc, grand programme dans cette émission. On va parler de sujets sérieux comme à chaque fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Volontiers. Donc, je suis présidente de cette association, qui est une jeune association, puisque nous allons avoir 3 ans. Mais je vais vite basculer sur le collectif, parce que c'est une aventure collective. On a été 6 à prendre 6 mois de réflexion pour imaginer une association qui œuvre dans le champ de la lutte contre les violences conjugales. Et donc, on a pris un temps de réflexion pour imaginer ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, et comment on structurait un petit peu tout ça. Donc, on a pris ce temps-là et donc on a créé l'association avec ces 2 volets que vous voulez de préciser, la prévention des violences conjugales, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et l'accompagnement des personnes qui en sont victimes et leur entourage, parce que c'est important aussi de pouvoir accueillir l'entourage qui s'est souvent démuni, qui est très lucide sur la situation et qui ne sait pas comment aider. Donc on a pris ce temps-là de construction, on a déclaré l'association en préfecture, et puis c'était au mois de mai, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et dès le mois de juillet, en fait, le bouche à oreille dans nos propres réseaux a tellement bien fonctionné qu'on a dû organiser en fait une information collective, puisqu'on avait déjà des avocates qui voulaient nous aider, des psychologues. Donc très vite, l'équipe professionnelle s'est constituée. Et on a, par contre, après travaillé la visibilité, voilà. Et le parti pris qu'on avait imaginé, c'était de se dire, il y a des clichés autour de ce que sont les violences conjugales. Certes, il y a les accompagnements sociaux, mais ça concerne tout le monde dans la société. Et donc, on s'était dit, allons dans le champ médical, tout le monde va voir son médecin. Médical, paramédical, pour se dire, il y a un moment où la personne concernée par les violences conjugales peut être toute seule, en entretien. Et c'est peut-être ce moment-là qui peut favoriser le relais, la prescription. Qui est propice. Ça a pris du temps, ça commence à porter ses fruits. Et puis voilà, le bouche à oreille a fonctionné. Les rencontres, entre autres avec David, ont permis aussi d'élargir la visibilité, de trouver un lieu pour pouvoir démarrer. Voilà, donc on a fonctionné comme ça. Super. Alors, pourquoi avoir créé cette association ? C'était quoi le point de départ, la cause ? Sûrement la colère, le sentiment par moments d'impuissance, l'envie de faire quelque chose sur ce champ-là. Une fois de plus, c'est une aventure collective. Chacune a ses propres raisons qui animent un peu son investissement dans l'asso. Moi, à titre personnel, ça a trotté dans ma tête depuis très longtemps et je pense que vous allez voir que ça a pris du temps. L'élément fortement déclencheur, c'est la mort de Marie Trintignant. D'accord. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on parle encore de drame passionnel, que voilà, quelques années après, son bourreau revienne dans les médias. Voilà. Donc, ça a cheminé, j'ai pris du temps, et puis voilà, chacune après aussi s'est associée pour imaginer ce qu'on pouvait faire, en fait. Donc, on est parti de zéro. De zéro. Alors, comment elle s'est faite la rencontre ? Parce que je crois que vous êtes rencontrés vraiment au début de la création de cette association. Alors déjà, Françoise, on se connaît puisqu'on a travaillé ensemble sur d'autres associations. Donc on n'était pas inconnus, ça c'est la première chose. L'une des associées
de l'association, Marie-Claude. Pareil, même chose. J'ai eu la chance de travailler avec elle sur des expériences passées. Donc ça veut dire que déjà, on se connaît, on sait comment on fonctionne, on connaît notre dynamisme et notre envie. Et c'est pas neutre sur des sujets sociétals aussi graves et aussi importants. L'anecdote est très simple. Je crois qu'on est une fin d'été, il y a quelques années maintenant. Marie-Claude est en train de promener son chien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés. On prend 5 minutes les nouvelles. Et Marie-Claude me dit, on se lance dans l'aventure. On est en train de créer un nouvel horizon. Elle m'explique. Voilà, je trouve l'idée géniale. Je suis à un moment de ma vie personnelle où c'est important. Ça va me permettre de comprendre des choses que j'ai vécues. Et Marie-Claude me dit, on a quelques difficultés de visibilité, mais c'est le début, etc. Il nous manque un lieu, etc. Et en fait, sur le trottoir, je lui dis, écoute, c'est bon, tu as tout, c'est trop important, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue personnel, tout ça est trop important. Tu as les lieux, tu as la visibilité, tu as le carnet d'adresses, il faut qu'on développe ça, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est aussi basique que ça. Moi, dans la foulée, je contacte tout de suite le membre du bureau de l'association, j'explique la situation. Et j'ai pas un oui, j'ai un oui, fonce, allez-y. Donc voilà, tout le monde s'embarque dans cette aventure, même si on reste à côté, parce que Nouvel Horizon est une association qui j'aurais presque tendance à dire, qui malheureusement marche très très bien. On n'est qu'un outil, on n'est qu'un élément qui a permis peut-être d'avancer un petit peu, petit relais, et dont j'en suis super fier. Ouais. Voilà. Et puis voilà, c'est génial de retrouver Françoise et Marie-Claude après quelques années. Alors, toi, en tant que... avec ton expérience, tu as dit, Françoise, que ça faisait déjà 3 ans que vous étiez ouvert au public. Est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs, alors, les violences conjugales, c'est quoi ? Très bonne question. On va peut-être... Bien proche devant le micro. On va peut-être se poser la question, dans une vie de couple, on parle de vie de couple, marié, pas marié, peu importe. Ouais. Il peut y avoir des disputes. C'est compliqué de vivre ensemble. Et selon vous, quelle pourrait être la différence entre un conflit de couple et justement des violences conjugales ? Où est la différence ? À quel moment ça bascule ? Est-ce que vous avez une idée ? Le conflit, c'est quand on s'engueule, je sais pas, pour... On jette la vaisselle à la figure. Non, tu t'as mis tes chaussettes par terre. Enfin, voilà. Okay. Je pense. Je sais pas. Ok. Alors, effectivement, un conflit, c'est quand, à tour de rôle dans un couple, on peut ne pas être d'accord. Il y en a un qui va céder. Ok, moi, je voulais pas partir à la montagne, on part à la mer. Tes chaussettes, ok, tu les laisses traîner, mais moi, je laisse la vaisselle et voilà, on s'arrange comme ça. Les violences conjugales, c'est quand, à un moment donné, par la force ou la contrainte, il y a un des deux membres du couple qui va dominer. Et c'est en fait tout le temps la même personne qui va céder, subir, et tout le temps l'autre personne du couple qui va, elle, décider, choisir. Voilà. Donc il y a déséquilibre. Il y a cette notion d'emprise, en tout cas. Exactement. De rôle assigné systématique. C'est-à-dire que la personne qui est victime de violence conjugale, à aucun moment pourra donner son avis, être entendue et participer, imposer une décision. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Et c'est vrai qu'au début de l'association, la toute première personne qu'on a reçue, c'était une personne qui avait 75 ans. Et on a... une femme ? Oui, une femme. 40 ans de mariage, même plus. Et en fait, on a mis du temps à comprendre que elle posait des mots sur de la violence conjugale. Et en fait, c'était un conflit de couple. Et sur le premier récit, on n'a pas entendu ça. Parce qu'il faut du temps pour comprendre la situation et voir un petit peu ce qu'il y a derrière toute cette souffrance-là. Et avec le temps, on s'est rendu compte en fait, que c'était un conflit de couple. Et puis, après, il y a eu un peu de démence qui s'est installée. Et voilà, on n'a clairement pas d'accompagnement à lui proposer. On l'a aidé d'un point de vue psychologique à dépasser cette absence de communication, cette frustration. Mais l'accompagnement... Parce que le conflit de couple, il peut aussi pourrir, entre guillemets, la vie... des deux personnes. Oui, mais il y a des personnes il y a des couples comme ça qui sont dans ce qu'on appelle peut-être j'allais dire la violence réciproque, non, mais qui fonctionnent dans un conflit, qui ont besoin de s'engueuler pour se resserrer dans les bras plus fort, et ils avancent comme ça. Ouais. C'est aussi un fonctionnement de couple. D'accord. Bon, moi, je trouve ça un petit peu compliqué parce que la vie déjà est compliquée. Oui, c'est clair. Mais voilà, ça reste un choix peut-être personnel. Sauf qu'à un moment donné, si ça bascule et que finalement, c'est toujours la même personne qui décide et l'autre qui subit, et voilà... on vient sur de la violence conjugale. Et du coup, la violence conjugale, elle a plusieurs formes. Je vais mettre en numéro 1 la violence psychologique. D'accord. Elle est toujours là.
Donc, En violence deux, psychologique, oui. c'est C'est la des parole, insultes, voilà, c'est des rabaissements, des Ouais. humiliations, c'est des jugements, Ok. voilà. Du harcèlement, voilà, c'est tout ça. Donc je la mets toujours en numéro 1. Donc, même un mari peut être harceleur, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a Bien sûr, qui n'arrivent pas à faire la part des choses en disant c'est normal qu'il m'appelle 10 fois par jour pour savoir où je suis, c'est mon mari. sans commentaire. Je le précise. On rentre dans l'intime en fait, dans les situations. Ouais. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de souffrance de ressenti, il faut laisser la personne prendre conscience de ça. Ouais. Si on fait à sa place, il ne se passera rien. Mm. Donc en 1, les violences psychologiques. En 2, les violences physiques, bien sûr, les coups. Viennent ensuite les violences sexuelles, dont on parle très très peu, parce qu'il y a aussi, quand il y a une vie de couple, et notamment quand il y a un mariage, le fameux devoir conjugal, on est obligé. Donc même si on imagine qu'il y a des violences sexuelles, elles sont souvent tues et très difficiles à prouver. Les violences économiques, dans les violences économiques, c'est l'accès à l'argent du ménage, interdiction de travailler ou obligation de travailler et de verser le salaire. Voilà. Et puis les violences administratives, ne pas avoir accès au passeport, aux pièces d'identité, aux sites d'institutions, la Sécu, la CAF ou autres. Hein. Donc tout ça, c'est bien identifié, c'est l'ensemble des violences conjugales qui peuvent se produire au sein d'un couple quand il y a cette fameuse domination dont on parlait. Alors, voilà, on peut le dire, hein, les violences, elles peuvent être faites sur l'homme et la femme. Il n'y a pas que les femmes, même si du fait que les hommes sont un peu plus, plus forts physiquement, hein, souvent c'est ce cas de figure qu'on remarque, mais les femmes aussi peuvent être violentes envers leur conjoint. Et merci de le préciser, parce qu'au sein de l'association, on accueille aussi bien les femmes que les hommes. Donc, et la proportion, elle est complètement extrême, on va dire. Nous, au sein de l'association, on a 96% de femmes qu'on accueille et 4% d'hommes. Et est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir honte quand on est un homme de venir Bien sûr. C'est très compliqué est-ce pour que les hommes. est-ce que la proportion elle est peut-être pas un peu plus grande en réalité? Alors, c'est-à-dire que la visibilité qu'on a, elle est de 4%. Dans la réalité, elle est forcément supérieure. Mais elle n'est pas visible pour cette question de honte, de regard sociétal, qu'un homme mette des mots là-dessus. Voilà, c'est très, très compliqué. C'est compliqué pour les femmes Maintenant, avec la médiatisation, on commence à comprendre et mettre des mots. Mais sur les hommes, c'est encore très, très tabou. Il y a encore du travail. Absolument. Alors, on parlait de ce qu'étaient des violences conjugales. Donc, on a bien compris qu'il y avait les violences conjugales, mais les conflits aussi de couple. Et que, bien évidemment, alors, même si parfois la frontière elle peut être un peu mince et peut-être vécue de manière différente en fonction des personnes, on a bien compris les deux aspects. Tu nous as parlé aussi, Françoise, de différents types de violences, la violence psychologique, la violence physique, sexuelle, économique, administrative. Moi, j'avais pas du tout connaissance de ces types de violences-là, mais quand tu le dis, en fait, c'est du bon sens. Si on isole une personne économiquement et administrativement, la personne, elle n'existe plus, quoi. L'association, elle intervient dans la prévention, mais tu m'as dit que c'était surtout beaucoup de professionnels autour de votre démarche. Est-ce que tu peux développer, nous expliquer un peu Oui. Alors, on parlera peut-être plus tard de la prévention et de la sensibilisation. Alors, c'est vrai, quand on a démarré l'asso, ce volet-là était peu entendu quand on présentait l'asso. Donc, on va rester pour l'instant, effectivement, sur l'accompagnement des personnes. Donc, dans l'équipe, on a une trentaine, en fait, de personnes qui constituent l'équipe. Il faut savoir qu'une personne qui nous contacte, qui a besoin d'aide, les champs principaux d'aide vont être sur le plan juridique et psychologique. D'accord. Donc on a une équipe d'avocates, mettons-le au féminin, puisque nous n'avons que des avocates, et une équipe de psychologues avec des techniques différentes qui vont pouvoir effectivement aider la personne qu'on aura reçue longuement dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier rendez-vous où on va comprendre où en est la personne, prendre sa temporalité, c'est très important. Elle peut avoir envie de partir ou pas, elle peut avoir déposé plainte ou pas, elle peut venir juste, comme elle dit, prendre des renseignements, mais on va essayer de comprendre où elle en est pour vraiment faire du sur-mesure pour elle ensuite. D'accord. Donc chaque parcours finalement
des personnes, des femmes qui viennent, elles sont à des stades différents. Absolument. Voilà. Absolument. On essaie C'est tout le pas temps que d'ajuster et même dès le début, quand on va proposer un rendez-vous idéalement physique, si c'est D'accord. possible, on va essayer d'entendre si c'est plus simple pour elle de venir à côté de chez elle ou au contraire D'accord, d'aller dans un endroit où personne ne pourra voir qu'elle demande de l'aide. ok. D'où l'importance d'avoir des partenariats comme avec David Potrel et toutes ces antennes de la vallée de Montmorency pour la mettre le plus en confiance, faciliter la parole parce que c'est pas rien. Et donc pendant ce temps-là, on va vraiment essayer d'entendre où elle en est, ses problématiques, ce qu'elle a essayé de faire ou pas, sans jugement, sans a priori. Et on va essayer de se positionner pour prendre son temps, la respecter, la croire. On croit toute personne. Jusqu'à présent, c'est très à la marge. Il y a eu 2 personnes un peu manipulatrices, mais bon, voilà, c'est la vie, hein. On ne peut pas empêcher ça. Mais les récits, enfin les violences, ces récits-là ne s'inventent pas, c'est clair. Donc vous les recevez, vous faites une sorte d'état des lieux finalement Absolument. De ce qui se passe, de sa leur situation. Et on va aussi, il y a quelque chose qui est très important. Par exemple, prenons un exemple, une femme qu'on va appeler Lucie. Lucie, elle envisage de partir, mais tout ce qu'on disait, la violence psychologique, la dépendance financière, le chaos, elle ne sait pas par où commencer. C'est ça. Donc prioriser, qu'est-ce qui est d'abord important, quelle est votre situation, est-ce que vous avez un compte en banque à vous, est-ce qu'il y a des enfants, très important, où est-ce qu'ils sont scolarisés, est-ce qu'ils ont des copains, est-ce que vous avez envisagé partir, est-ce que vous avez de la famille qui peut vous accueillir ou pas, voilà. On essaye vraiment de voir ça et de l'aider à prioriser avec l'état où elle est à l'instant T et de la renforcer parce que c'est un parcours de combattante en fait, hein, toutes ces démarches pour la suite pour s'en sortir. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y a le risque qu'elle fasse marche arrière aussi Bien sûr. Qu'elle se dise, voilà, aujourd'hui, c'est décidé, je pars, et finalement, elle retourne? Oui, il y a une association du côté de Nantes qui a estimé à 7 le nombre d'allers-retours qui sont nécessaires avant un départ, entre guillemets, définitif. Parce que c'est compliqué, parce que, mine de rien, il y a un sentiment de culpabilité qui peut exister. S'il y a des enfants, c'est quand même le père des enfants. S'il y a un confort matériel, un toit sur la tête, très compliqué de basculer dans la précarité, parce que c'est ça aussi. Et puis, il y a encore souvent un sentiment amoureux qui existe. Oui. Et se détacher de tout ça, c'est compliqué. Et souvent, c'est des personnes qui ont été isolées, qui n'ont pas de famille soutenante. Donc, elles font un premier essai et c'est compliqué. Et puis, alors, on peut parler aussi de manière plus théorique sur le cycle des violences, où il y a, c'est très, très bien identifié, un moment de tension. Des reproches, des engueulades, machin. On passe à la violence, des insultes plus fortes, de la vaisselle cassée, les coups. Donc là, on est sur la violence. C'était la 2e étape. La 3e étape, c'est de ta faute. Tu sais bien, si tu t'habilles comme ça me fait péter un câble. Je t'avais prévenu, il ne faut pas que tu sortes, il faut que tu sois rentré avant 8 heures. Voilà, donc tout ça s'installe. Et donc, il y a ce qu'on appelle la culpabilité inversée. Et puis, à un moment donné, l'auteur de violence, qu'on va appeler Kevin, il va dire à Lucie, oh, je suis désolée, tu es la femme de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est trop compliqué. Voilà, et c'est ce cercle-là qui s'installe. Et donc, quand la personne, à un moment donné, se sent assez forte pour partir, il suffit qu'il y ait la lune de miel qui se rajoute. Et c'est très compliqué, parce qu'elle se dit quand même, il m'aime, il m'a offert des fleurs, il m'a offert une bague. C'est des fois à ce moment-là qu'il y a un bébé qui peut être mis en route aussi. Ouais. Mais tu sais bien que tu es la femme de ma vie, les enfants, je veux les avoir qu'avec toi. C'est trop compliqué. Et alors, donc il y a ce schéma-là. Donc la femme peut faire marche arrière et puis peut tout arrêter. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez, vous alors c'est toujours facile de donner des conseils et de dire moi je ferai ça, mais moi je dis jamais je ferai ça. D'accord. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Alors même moi je pose les choses avec elle. Je lui dis si vous faites ce choix-là, il peut se passer ça. Si vous faites ce choix-là, il va se passer ça. Si vous faites ce choix-là. Et nous on est là. Mais c'est vous qui décidez. Ouais. Parce que retrouver la capacité de décision, de confiance en elle, ça fait partie aussi du parcours de oui, je suis capable de le faire. Kevin, il m'a toujours dit que j'étais une crotte et que je n'arrivais à rien faire et que sans lui, je serais rien. Il y a quelqu'un, il y a une asso, il y a des personnes qui me disent que finalement, je vais y arriver. Elles sont là pour m'aider si j'arrive pas à monter un dossier d'une demande quelconque administrative.
mais c'est moi qui l'ai fait. Donc, on va restaurer cette confiance-là petit à petit. Et donc, si, effectivement, elle revient, nous, on laisse toujours la porte ouverte. On lui dit, c'est parce que c'était pas possible à ce moment-là. Mais ça veut pas dire que c'est foutu. Revenez vers nous quand c'est OK pour vous. Peut-être qu'elle va avoir besoin de cette lune de miel-là, d'une strate supplémentaire de violence. Oui, d'un élément déclencheur. Exactement. Alors, j'ai en tête un élément déclencheur qui m'a assez stupéfaite. On accompagnait une dame qui a 2 enfants, jeunes majeurs, et violence physique très, très, très importante, dépôt de plainte, mais très compliqué de partir, parce que confort matériel très important, problème de santé important qui l'empêche de travailler, donc dépendance financière très forte. Et quand il y avait des grandes situations de violence, elle allait dormir dans sa voiture. Et on l'a reçue au mois de mai, et elle m'a dit, mais vous savez, en fait, c'était la fête des mères et j'ai dormi dans ma voiture. Et ça, je me suis dit, c'est ça ma vie. Le jour de la fête des mères. Ça l'a choquée. Et l'élément déclencheur, ça a été ça. De toutes les manières, tu ne peux pas faire à la place. La démarche, elle est trop violente, trop compliquée, trop lourde. Chacun doit s'emparer de ce chemin-là, chacun doit avancer et faire ses propres choix. Je rejoins ce qu'on disait, on ne peut que guider, accompagner, rassurer, mettre en lumière, mais on ne peut pas décider pour. Chaque démarche, de toute façon, est compliquée. Enfin, j'imagine que ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque, c'est une trahison. Enfin, voilà, ça doit être difficile à porter, c'est un combat, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a autant de démarches administratives, physiques, les enfants, le machin, enfin, tout ce qu'on va pouvoir, tout ce que tu as listé, qui font que c'est des chemins en arrière. Absolument. Et puis, faire à la place d'eux, c'est la remettre dans une situation où, en fait, elle ne serait pas capable de. Donc, on reproduit un schéma de domination, en fait. Et ça, c'est hors de question. Alors, ça prend du temps. Il est évident que les personnes qui poussent la porte de l'assaut, s'il y a une dangerosité immédiate, c'est pas nous qui allons apporter une réponse, c'est les services de l'ordre, voilà. Mais il y a plein de situations où malheureusement il y a des femmes qui sont depuis des années sous emprise, qui sont orientées vers nous par exemple par le 39-19 ou les forces de l'ordre au commissariat ou les travailleurs sociaux. Parce qu'il y a déjà eu des mots qui ont été posés et par contre nous on essaye de travailler sur le côté humain, dans le respect, dans la valorisation. Nous arrive de rire ensemble aussi, sur des choses tellement énormes des fois qu'il vaut mieux en rire. Et on tisse une confiance de confiance familiale. Oui, elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, qu'elles peuvent nous parler parce qu'il y a une fois qu'il y a eu ce déclic. Elles se vident et puis exactement, on peut plus les arrêter. Exactement. C'est pas forcément leur apporter des réponses. C'est juste être une oreille aussi, et ça leur fait du bien de parler, de poser ça, de pas être jugées. Elles se déchargent de ça et elles reprennent un peu d'énergie à la fin de la conversation. Et puis on avance petit à petit, on balise et on prend des nouvelles avec des échéances, avec du stress, des fois des échéances judiciaires qui sont énormes, stressantes. Toujours devoir se justifier. Quand je vous parlais de combat, c'est un combat. C'est une question, dans les personnes, hommes ou femmes, qui subissent ces violences-là. On imagine aussi un enfermement social. C'est-à-dire que on a peu de gens avec qui échanger, on a peu de gens avec qui discuter, et du coup, vous devenez aussi un repère sur lequel on peut poser des choses avec une confiance, avec j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, l'isolement, ça fait partie de deuxième schéma théorique. On a parlé du cycle des violences. Oui. Le deuxième schéma qui vient se plaquer là-dessus, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est prendre le contrôle, décider de ce que la personne doit faire ou pas. Et l'isolement en fait partie. Alors, ça ne vient pas comme ça, on n'enferme pas forcément. Alors, il y a la séquestration qui peut exister. Mais sans aller jusque-là, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est, tes parents, franchement, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas. Tu as vu comment ils m'ont répondu ? Tes copines, t'as vu comment elles parlent de toi ? Moi, j'ai entendu des trucs. Moi, franchement, je comprends pas que tu continues à les voir. Et puis, alors, ton frère, tes frangins, ils sont trop souvent à la maison. Moi, j'ai l'impression de faire plein de vêtements. Voilà. Ouais, et ça se fait. C'est un tout petit travail. Ah, c'est très insidieux, absolument. Absolument. Donc, il y a décider, du coup, de qui Lucie peut voir. Exactement. Ouais.
comment elle peut s'habiller, son temps, gérer son temps aussi. Quand elle peut sortir, quand il faut qu'elle soit rentrée. Exactement. Tu finis à 5h, ça veut dire qu'à 5h30, tu es là. Ah ouais. Rendre des comptes tout le temps. Rendre des comptes aussi financiers. On parlait de la violence économique. C'est, tu as 300 € pour le mois, tu te débrouilles avec ça. Ça n'empêche pas Kevin de dire comment ça, c'est encore des patates. Voilà, Ouais, voyez ok. Et donc, c'est ce cycle-là qu'elles subissent, dans la terreur, dans l'espoir. Quand il y a la lune de miel, il y a l'espoir, mais qui vient se plaquer avec ce contrôle, cette cage, dorée ou pas dorée, tout dépend des conditions de vie, mais cette cage-là de contrôle coercitif qui fait que elle ne sait plus qui elle est. Elle est complètement Elle est déshumanisée, dictée, voilà. presque. J'ai le souvenir d'une autre personne qui, après une séparation, a appelé une de ses amies en pleurs. Elle était en train de faire des courses, donc elle n'était plus en contact avec le monsieur. Elle était partie, elle reprenait sa vie. Ça faisait, 2 mois. Elle avait été chez sa mère avant, elle est revenue. Elle faisait des courses, elle était en larmes parce qu'elle ne savait plus quel yaourt elle aimait. Elle était devant les yaourts, son réflexe a été de prendre ce que lui aimait, et donc elle disait à sa copine, mais je ne sais plus, je ne sais pas ce que j'aime comme yaourt. En fait, c'est réapprendre à vivre. Exactement. Oui. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, c'était de la survie, de l'anticipation, de la crainte tout le temps, d'une scène qui va se déclencher, d'humiliation, de rabaissement, et donc en survie, un stress, une hypervigilance tout le temps. Et quand c'est coupé, faut tout reconstruire en fait. C'est horrible. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que, alors on dit souvent, voilà, les violences, il t'a tapé ou il t'a violenté une fois, il recommencera. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est factuel ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que si on ose lever la main sur une personne une fois, il n'y a pas de raison que malheureusement que ça ne se reproduise pas. Je sais qu'il y a des professionnels qui parlent, et qui ont plus une tolérance de violence unique. Ok. Voilà, et que du coup, c'est pas la même chose que des violences répétées. Moi, je pars du principe que, voilà, de toute façon, s'il y a eu cette violence physique, il y a la violence psychologique. Donc, on reste dans un champ de violence. L'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Et alors, pour l'entourage, pour celles qui ont encore... forcément, on a de la famille, qui ont de la famille, qui ont des amis, et que l'entourage peut sentir quelque chose. Souvent, l'entourage est quand même au courant. Oui. On se rend compte si une personne est isolée, si elle ne peut pas parler au téléphone. Ou un changement, un changement avec cette relation-là. Un changement. Ouais. Qu'est-ce que doit faire l'entourage ? Parce que souvent, certains disent moi, je me mêle de mes affaires, c'est des histoires de couple. Oui. Mais il y a ce truc-là où dire non, il faut réagir. Qu'est-ce que vous conseillez de faire à l'entourage ? Alors, moi, ce que j'entends souvent, c'est que les personnes concernées ont essayé d'en parler et que les réponses qui ont été faites, c'est ce que j'appelle la parole creuse, c'est pourquoi tu pars pas ? Comme si c'était... Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Je le savais. Franchement, on te l'avait dit. On t'avait bien dit. Elle vient pas pleurer. Ouais. Surtout s'il y a eu ces allers-retours. Oui. Et qu'elle retourne ensuite. L'isolement, il devient encore plus marqué. Ouais. Donc, en fait, l'entourage, moi, je conseille de dire, moi, je comprends ce qui se passe pour toi. Je serai là. Quoi qu'il arrive, je suis là. Surtout, tu ne l'oublies pas, je suis là, de jour comme de nuit. Quoi que tu décides, je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là. Et peut-être dire que dans les violences conjugales, il y a cet isolement. Évidemment que s'en sortir tout seul, c'est compliqué. Donc, soit, effectivement, cette personne amie, cet entourage peut jouer ce rôle-là, soit il y a plein de professionnels et des assos comme la nôtre qui peuvent avoir cette neutralité, parce que ce n'est pas évident d'être impliqué dans un jugement, on rentre dans l'intime d'une personne qu'on connaît. Si c'est une fille, si c'est une copine, si c'est une tata, une collègue, c'est très compliqué. C'est très compliqué de jouer ce rôle-là, de cette posture-là, parce que c'est facile de plonger avec la personne aussi, parce qu'on va dans le sordide. Oui, et puis il y a quand même 2 aspects aussi. Le rôle du proche est difficile parce que pour avoir une conversation, il faut que 2 personnes s'écoutent. Donc si tu t'approches de la personne en disant « je ressens, je vois que », etc., si celui qui est en face n'a pas décidé d'entendre ou c'est pas le bon moment, c'est compliqué. Par contre, tu viens de semer une graine. Après, si je me rapproche de Nouvel Horizon, l'intérêt quand même qui est quand même plutôt positif, c'est que les personnes ont décidé d'avancer. Alors après, on n'a pas dit que c'était un chemin facile, on n'a pas dit que c'était mais il y a une volonté quand même à un moment d'avancer. Et donc ça veut dire que potentiellement le proche a déjà semé une petite graine en disant que quelque chose ne va pas.
oui, j'aime beaucoup l'idée de dire on est là, c'est trop facile de dire barre-toi, etc. Enfin, on sait tous que ça peut pas marcher comme ça, même si finalement c'est la phrase qui est facile. Mais cette petite graine, elle a germé, elle a permis de se poser des questions, et ensuite, moi j'avais lu qu'il y avait toujours de toute façon un élément déclencheur, quel qu'il soit. Tu parlais de la fête des mères. Moi j'ai rencontré des femmes qui m'ont expliqué que se prendre, désolé, je vais être vulgaire et violent, mais la claque dans la gueule tous les soirs, c'était quelque part assez logique, jusqu'au jour où le mari s'en est pris aux enfants. Et là, ça a été un élément déclencheur. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai vu cette femme, et je vais le préciser parce que je pense que c'est pas neutre de le dire, éduquée, avec un niveau social très élevé, etc. Enfin, voilà, ça veut dire que on ne parle pas que de gens qui ont un niveau scolaire très bas. Non, c'est la couche totale de la société. Absolument. Et j'ai vu cette femme, en fait, voilà, prendre conscience à ce moment-là. Et donc, c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est qu'on pousse la porte de nouvel horizon, parce qu'à un moment donné, on a semé une petite graine, parce que les proches, l'entourage, je ne sais pas, on dit à un moment quelque chose, il y a un élément déclencheur, et du coup, la démarche est quand même plus favorable, même si elle est difficile, parce qu'il y a une envie quelque part d'au moins de s'informer et d'avancer. Oui, que ça s'arrête. On peut aussi suggérer à l'entourage de dire aussi simplement « je suis là, mais je m'inquiète pour toi ». Voilà, moi je m'inquiète pour toi. Voilà, c'est un sujet qui est difficile, mais qui est réel, c'est la réalité. Et je trouve que c'est bien de mettre des mots dessus et peut-être de faire en sorte que ce ne soit plus tabou. Oui. Et je pense que ça, c'est le combat, du siècle, malheureusement, avec les réseaux sociaux. Voilà, les infos, on en entend parler de plus en plus, et je trouve que c'est bien. Oui. Ça permet de couper l'arbre qui cache la forêt, malheureusement. Oui, en espérant que la société bouge un peu, en comprenant un petit peu tout ça plus précisément. On espère. Alors, on a bien compris que l'association Nouvel Horizon, elle intervenait dans la prévention des violences conjugales, mais surtout l'accompagnement, que ce soit dès la première prise de contact jusqu'au délivrement, j'ai envie de dire, final, et peut-être après aussi, puisqu'on a évoqué le fait que ça peut continuer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux moments forts dans la vie d'une femme, dans la vie de Lucie, on va dire, où les violences peuvent se déclencher. C'est la grossesse et l'accouchement, une naissance qui arrive dans un couple, et puis la séparation. Alors, tu veux dire que les premières violences arrivent à ce moment-là ? Très souvent, oui, absolument. Quand un enfant arrive au monde ou quand ça change complètement. Ça change complètement le rapport de Kevin à Lucie, d'accord. Avec une personne supplémentaire qui arrive. Qui vient un peu chambouler la vie. Alors, je vais peut-être un peu trash, mais voilà, sa compagne, qui est une femme, devient, entre guillemets, femelle. Et ça fait disjoncter quelque chose, en fait, dans sa tête. Et en fait, voilà, quelqu'un qui était sur un piédestal, qui a eu une relation amoureuse classique, sans tension particulière, dégénère avec cette arrivée d'un enfant dans un couple. Parce qu'il a plus la primeur de sa femme. Absolument. Oui. Donc la naissance d'un enfant qui chamboule tout, et puis la séparation. Parce que ça, voilà, quand il y a déjà des violences qui sont installées et que la personne veut partir, que l'emprise n'est donc plus possible pour Kevin, là, c'est juste insupportable. Donc même quand il y a des jugements qui sont rendus, qu'il y a des enfants avec des modes de garde qui ont été fixés, Kevin va continuer à vouloir nuire. Même s'il refait sa vie, il ne va pas respecter les horaires, il va demander tel mois et pas respecter ça. Il va instrumentaliser les enfants pour avoir des infos. Est-ce que ta mère, elle a vu machin ? Est-ce qu'elle continue à voir machin ? Est-ce qu'elle est toute seule ? Voilà. Donc il y a toujours cette tentative de garder le contrôle, en fait, sur la vie de Lucie. Donc ça, c'est ces deux moments-là qui font que les violences conjugales vont s'exacerber ou démarrer, et que ça peut monter en intensité. Voilà, absolument. Laïssa, tu posais une question justement où tu disais est-ce qu'il y avait des personnes qui venaient à l'association pour demander est-ce que ce que je vis c'est une violence, est-ce que ce que je vis c'est juste un conflit de couple, est-ce que vous recevez ce type de demande ? Oui, je me souviens d'une femme qui était directrice régionale d'une grosse asso, qui avait eu des très gros soucis de santé, le père de sa fille également, et en fait elle s'est tellement oubliée au quotidien
elle me dit je suis morte à l'intérieur et je ne sais pas si c'est sa psychologue qui lui a parlé de l'assaut et elle dit je ne sais pas en fait si ce que je vis c'est normal ou pas normal dans le type de relation, je ne sais plus. Est-ce que déjà quand on se pose la question c'est qu'il y a un problème? Bien sûr. Quand il y a doute c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est ça. Absolument. Mais oui. C'est ça. Alors, quelle demande, on va dire, quel type de demande vous avez, vous, au sein de l'association? On parle beaucoup de logement, de mettre en sécurité la femme, l'enfant. Comment ça se passe concrètement? Pas bien. Pas bien parce que le logement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et que partir toutes ces injonctions au départ, c'est pas si simple que ça. Parce qu'accéder au logement, c'est une catastrophe. Déjà, quand on est en couple et que tout va bien, c'est compliqué. Ouais. Et alors là, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que le couple est propriétaire ou pas? Oui. Est-ce qu'ils sont locataires et qui est locataire? Est-ce qu'il n'y a que le nom de monsieur? Est-ce que c'est que Kevin qui est locataire? Ou est-ce qu'il y a les deux noms? Donc ça fragilise énormément les choses. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de personnes qui hésitent à partir. Parce que partir pour aller où? Alors, dans l'urgence, il y a des dispositifs qui existent sur le Val d'Oise où une personne peut, en poussant la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, en expliquant qu'elle ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'est pas en sécurité, il y a ce qu'on appelle des nuitées. Ces nuitées, elles sont entre guillemets offertes, elles se déroulent dans des hôtels sociaux où la personne peut souffler, peut être en sécurité. Mais c'est provisoire. C'est provisoire. C'est pas du logement, c'est de l'hébergement très précaire. D'urgence. Mais c'est quoi, c'est 2-3 nuits? C'est jusqu'à 6 nuits. 6 nuits? Ouais. Alors, quand il y a des enfants, les relais sociaux peuvent prendre le relais, il y a des visites qui se font. Mais ça peut être du maintien dans cet hôtel social pendant 1 mois. Tous les mois, c'est renouvelé. D'accord. Avec un gérant pas forcément coopératif qui dit non, moi, j'ai pas eu la notification. Vous prenez vos valises, et j'ai vu ça. Et vous partez. Donc, quand vous rajoutez qu'il y a des enfants qui sont scolarisés, c'est le 115 qui gère ça, avec des places insuffisantes. Et si vous habitez, je dis n'importe quoi, à Enghien, et que la place disponible est à Pierrelet, vous allez à Pierrelet. Puis il y a peut-être aussi cette crainte, moi je pense toujours quand il y a des enfants, qu'on enlève les enfants à la maman, que les enfants Alors ça, c'est un levier de menace. Kevin va souvent menacer en disant de toute façon, tu peux rien faire sans moi. Et puis avec les enfants, ils vont de toute façon, t'es folle et t'es pas une bonne mère. Et ils vont placer les enfants parce que regarde, t'es pas capable de t'occuper d'eux, t'es fragile, tu perds tout le temps, t'es pas capable de les élever, tu peux pas payer un loyer, ça fait 10 ans que t'as pas bossé, qui c'est qui va t'employer? Donc cette menace de placer les enfants, c'est toujours c'est agité comme faut que tu restes à la maison, t'as pas le choix. Ça, l'enfant qui malheureusement subit un handicap, ça va s'aggraver, ce sera de ta faute. Exactement. Donc il y a ce levier-là autour des enfants qui est très souvent actionné par ce fameux Kevin. J'ai rien contre les Kevin, ni contre les Lucie, mais voilà. Il y a peut-être aussi la volonté justement de maintenir une cellule familiale classique et de ne pas vouloir casser les apparences. Pour les enfants. Oui. Voilà, le regard de la société, déjà personne ne va me croire, je suis isolée. Et puis, alors plus on monte, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les strates sociales, plus il y a une posture à garder, à conserver. On ne sort pas de ça, on essaie de le garder dans la communauté. On gère ça, nos problèmes, on est dans l'intime. Donc on reste à la maison pour plein de raisons, parce que on fait semblant, on est complètement perdu, on ne sait plus où sont les priorités en fait. Et plus les années passent, plus c'est compliqué, bien sûr. Alors aujourd'hui sur le département, donc là on parle du Val d'Oise, parce que l'association elle est basée sur le Val d'Oise. C'est quoi le constat? C'est quoi l'état des lieux, des hébergements d'urgence? Comment ça se... quel est l'état de santé justement de... il est dans le même état que le reste. Ok. Donc très mauvaise. Le parc sur l'hébergement, sur le logement, il est largement insuffisant. C'est une réalité. Il y a des délais d'attente. Quand on demande, par exemple, imaginons Lucie, qui est locataire, qui veut partir, qui n'en peut plus. Si elle fait une demande, par exemple, de logement social, parce qu'elle a souvent un mi-temps aussi, elle n'a pas les moyens de chercher plus, elle a 5 ans d'attente. C'est la moyenne. Oui, et quand on a une réponse. Ouais. Et puis on est toujours dans le système où tu es la victime, donc c'est toi qui pars. Ça, on est toujours dans ce système. Alors ça bouge un petit peu, David, ça bouge un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi quand même une conscience de cette, entre guillemets, injustice, que ce soit la victime qui soit obligée de quitter. Et donc, il y a quand même de plus en plus de mesures d'éloignement
pour D'accord. Kevin, l'auteur des violences. Puis là, on entend beaucoup parler de féminicide, de choses comme ça, donc peut-être qu'il y a un peu plus de tension. Alors, il faut reconnaître effectivement que les choses bougent, mais on part de très très loin. Et le Val d'Oise est un département pilote aussi au niveau judiciaire. Enfin voilà, il faut saluer ça. Mais il y a tellement à faire, c'est tellement complexe, il y a tellement d'enjeux que voilà. Oui, tout ça, c'est un coup, le message qui est dit, c'est pas, il ne se passe rien. Ah, on non, est quand pas même du dans tout. un département où le conseil départemental est à la manœuvre, des actions sont oui, menées, oui. des choses sont mises en place. Je crois que le constat, c'est aussi... moi, j'ai participé au dernier conseil d'administration de Nouvel Horizon et les chiffres sont affolants. Enfin, je ne suis même pas certain que quand vous avez créé l'association, vous attendiez à accompagner autant de gens. Oui. Donc, on est dans une prise de conscience sociétale. Donc, pour avoir des réponses, il faut aussi qu'on ait une vision un peu globale. Et donc, oui, des choses bougent. On dit que c'est insuffisant parce que nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on a des gens sur les bras. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est insuffisant. Hein. Il ne s'agit pas de taper comme ça sur les partenaires qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dédiés. Exactement. Ça, Et pour avoir un ordre d'idée, c'est combien de femmes accompagnées sur une année, par exemple ? Alors moi, je ne raisonne pas en année parce qu'un accompagnement, il peut durer très longtemps. D'accord. Là, on accompagne toujours des personnes qui ont poussé la porte de l'association au tout début. Donc à ce jour, on est à pas loin de 200 personnes qu'on accompagne. Oui. Voilà. Donc ça veut dire vraiment un accompagnement complet sur le fond. Absolument. Et est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui s'en est sortie, qui a fait, on va dire, le processus du début à la fin avec Nouvel Horizon et qui peut quand même nous donner un peu le sourire là. Alors oui, bien sûr, tout ce qu'on vient de dire c'est très très noir, mais c'est la thématique qui veut ça. Évidemment qu'on peut s'en sortir. Évidemment que toutes les personnes qui poussent la porte de l'assaut, on les aide et chacune va à son rythme et chacun va à son rythme. Mais c'est un accompagnement qui est ingrat parce qu'on fait partie d'un épisode de leur vie où c'était pas fun. Donc évidemment qu'elles nous oublient. Et c'est normal. Mais oui, il y a plein de situations où en fait, quand elles vont mieux, elles nous partagent effectivement leurs avancées, leur nouvelle vie, l'oxygène qui revient, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une spirale qui s'est cassée et qui redémarre dans le bon sens. Et donc, au début de cette spirale qui repart dans le bon sens, évidemment qu'on est associé et remercié. Il y a beaucoup de reconnaissance. Mais après, c'est un point final et on a juste envie de tourner la page. Alors, je ne sais pas si c'est un point final. Ah. La vie fait que. On ne sait pas quelle rencontre cette personne va faire, quelle force elle a, quelle lucidité elle a pour engager une autre relation. On sait aussi que malheureusement, il y a des répétitions de profils qui peuvent aussi redémarrer des relations. Et nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on laisse la porte ouverte parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de faire un accompagnement psychologique, je pense, parce que souvent on dit, moi j'attire ce profil d'homme, je suis toujours attirée par ce type les bad boys. Je pense. Mais non, mais... T'as vu, je parle anglais. Non, mais c'est surtout le mot que tu utilises, j'ai l'impression de l'entendre tous les 3 jours, en fait. Ah ouais, Non, mais c'est vrai, donc peut-être cet accompagnement psychologique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être comprendre le parcours. Oui, bien sûr. Et essayer de casser ça, en fait. Alors, il y a effectivement, quand on creuse un peu, quand on connaît de mieux en mieux la personne qu'on accompagne, on voit bien que pour certaines personnes, dans l'enfance, il y a déjà eu des situations de violence, mais pas que. Et ça me fait penser aussi qu'on parlait des enfants, et ne les oublions pas, parce que c'est les grands oubliés. Oui. Un enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, les chiffres ils sont horribles, 2 enfants sur 3 deviendront soit auteurs de violence, soit victimes de violence. Et alors, est-ce que vous faites un travail aussi auprès des enfants ? Est-ce que les enfants sont accompagnés ? Oui, on propose ce qu'on appelle le pass enfant. Donc, les personnes qu'on accompagne, dès le début, on leur dit, si vous souhaitez, on peut aussi aider votre enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il peut avoir son propre ou sa propre avocate. Et on peut l'accompagner, effectivement, le soutenir sur un point de vue psychologique. Donc voilà, après il faut que ça s'organise dans la vie de la maman qui court partout. Elle a tellement de priorités, mais évidemment que c'est proposé, évidemment que voilà, on a ça en tête. Parce que très vite dans le récit, quand il y a des enfants, elles disent oui. Alors au début, elles disent de toute façon, quand on s'engueule, quand il y a des scènes, il est dans sa chambre, il est pas au courant. Il n'entend pas, Un bébé de 3 mois, même dans le ventre. Oui, c'est clair. Mais ça, c'est se mentir pour justifier le fait qu'on reste. Aussi, et ça démontre aussi que le prétexte de dire je reste pour les enfants,
les chiffres, le recul montrent que de toute façon, c'est une erreur de... Oui, il vaut mieux couper le feu tout de suite, quoi. Oui, après, c'est facile de le dire, c'est plus compliqué oui. dans les faits, mais ça montre surtout, c'est ça, que l'idée de se dire « je reste pour protéger » est une erreur monstrueuse. Aussi, en fait. C'est plus facile. Alors, c'est plus facile, sauf que les enfants sont cruels. Ouais, et que à que- l'adolescence ou jeunes adultes, ils reprochent à leur mère de ne pas être partie plus tôt. Ouais. Alors qu'elle, elle a le sentiment de s'être sacrifiée, d'être restée parce qu'il y avait une belle maison, parce qu'il y avait les études à côté, qu'il y avait un confort et qu'elles ont pris en disant voilà, pour mes enfants, je reste. Ouais. Et à l'adolescence, ça ne se passe pas comme ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez déjà eu le cas de figure où il y a eu une conciliation, on va dire, de couple? Je sais que c'était à la mode à un moment, je ne sais pas si ça l'est encore, mais les couples qui allaient voir les psychologues ensemble pour Alors, essayer les médiations, elles vont être proposées dans le cas d'un conflit de couple. Dans le cas de violence conjugale, il y a déjà des équilibres. Voilà. Alors, en termes de médiation, il y a des outils, notamment quand il y a des enfants et que Kevin n'a pas encore de logement ou il a l'interdiction d'approcher la maman, parce qu'il y a aussi plein de mesures de protection qui existent. Il y a des espaces de médiation où l'enfant, dans un lieu, sur un moment donné, peut voir son papa Kevin. Donc ça existe. Mais sur le travail du couple, à proprement parler, quand il y a eu violence conjugale... Oui, c'est difficile d'avoir un dialogue, en tout cas, avec les deux parties. Et c'est pas du tout demandé. Ouais. Et c'est pas du tout demandé. Ouais. Parce que tout va bien. Kevin, il dit que tout va bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Et dans le cas contraire, alors quand c'est la femme et que l'homme est victime, comment ça se passe? Tu nous disais que tu avais quand même un petit pourcentage d'hommes qui avaient poussé les portes de l'association. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de honte. Donc il y a un temps d'écoute beaucoup plus long. Alors, ça peut être des violences physiques, c'est beaucoup des violences administratives, des violences verbales, des rabaissements. C'est quand il y a souvent des personnes, c'est là Lucie qui va avoir peut-être un statut social supérieur et reprocher à Kevin d'être un bon à rien, de ne pas travailler et le maintenir dans des tâches quotidiennes, ménagères, à l'interdire de trouver un travail, d'avoir ses propres revenus. Donc moi, pour 3 hommes, j'ai 3 hommes en tête. Ce qui m'est venu en les écoutant, c'est que je me dis, ils sont esclaves en fait. Esclaves. Ouais, ils étaient vraiment esclaves de leur compagne. Ça existe. Ça existe, il faut le rappeler aussi. Ah oui. D'ailleurs, on avait eu des témoignages d'une jeune femme et d'un jeune homme, et j'avais trouvé ça très courageux de la part des deux. Mais c'est vrai que le jeune homme il avait demandé à être anonyme, parce que c'était encore compliqué pour lui d'assumer publiquement ce qui lui était arrivé. Ouais. Ah non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a, n'oublions pas, ce regard sociétal. C'est un homme, ça serait moi, franchement, je me laisserais pas faire. Toujours ce jugement. Et c'est compliqué pour toute cette approche éducative des hommes qui doivent être forts, qui doivent être dominants, qui doivent rapporter le salaire à la maison. On a tous ces clichés-là. Ouais. Et quand on est vraiment à des années-lumière de ça... c'est compliqué pour eux de libérer la parole. Mmh. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la fusion, en tout cas du partenariat Mission Locale et Nouvel Horizon. Alors, partenariat, je préfère autant, parce que fusion n'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais je comprends l'idée, parce que c'est une fusion de pensée et d'idées. Tout à fait. Et je vais rester là-dessus. Le partenariat, il est plutôt extrêmement simple. On va dire simplement qu'il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect qui est très mission locale, donc les jeunes de 16 à 25 ans. Et Nouvel Horizon va répondre à un besoin. Donc on voit bien que la société évolue, la société découvre ce phénomène. Donc nous, on a besoin de réponses. Et Nouvel Horizon est une des réponses. Donc le Val d'Oise a été pas mal bouleversé d'une manière très associative il y a quelques années. On a perdu quelques opérateurs, mais on n'avait rien sur notre territoire. Et donc, l'arrivée de Nouvel Horizon, de cette association, la re-rencontre de Françoise et de Marie-Claude, arrive à un moment donné où la société prend conscience, où des jeunes commencent à nous solliciter de plus en plus sur ces sujets-là. Et donc, on a une réponse qui apparaît. Donc, la collaboration, elle est hyper simple. On a des interlocuteurs qui, si on se pose une question, si on s'interroge, peut recevoir notre public. Et juste ça, ça vaut de l'or. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, il y a un deuxième aspect
qui est personnel, qui est professionnel. Je viens de le dire, la société évolue. Il y a une vraie prise de conscience et il n'est pas pensable que des personnes telles que Françoise et Marie-Claude qui créent avec leur trip, leur envie, leur conscience personnelle, leur expérience, qui créent une association et qu'on passe à côté de cette opportunité. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire en collaboration ne concerne pas que les jeunes. C'est-à-dire que moi, la vision que j'en ai, c'est comment Nouvel Horizon, on peut leur faciliter la vie, l'existence, la communication pour qu'on puisse accueillir des jeunes, des hommes, des femmes, des adultes, des seniors, de tout ce qu'on veut. En fait, tout ça n'a aucune importance. C'est comment on peut exploiter cette réponse. On voit bien, en 3 ans, l'association est passée de quelques accompagnements à des chiffres qui sont super importants, qui sont assez impressionnants à mes yeux. Et on le disait tout à l'heure en off, et ce n'est malheureusement que ce que l'on voit, c'est que l'écume de la mer. Le reste, en fait, on ne le voit pas. Mais cette prise de conscience, elle est quelque part assez géniale. C'est-à-dire que la société évolue, on avance. Et c'est aussi le rôle d'une structure d'insertion telle qu'une mission locale, c'est de porter des réponses pour nos jeunes, mais c'est aussi de porter des réponses sociétales. Au même titre que la lutte contre la discrimination, au même titre contre tout ce qu'on va pouvoir imaginer. Voilà, ça fait partie de nos fondamentaux. Ça fait partie des miens, ça fait partie de mes tripes, ça fait partie de ce pourquoi je suis là depuis 15 ans et pourquoi j'espère rester encore quelques années. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est porté. Donc, je le redis, il y a 2 réponses, celle des jeunes, et on utilise, nos jeunes sont magnifiquement accompagnés. C'est une de leurs compétences, hein. On n'est pas compétent sur ce sujet-là. On sait peut-être détecter, on sait écouter, mais on a un opérateur, on a un partenaire, on a des amis qui savent le faire très bien. Ben, on les utilise. Et puis voilà, il y a le fait sociétal qui me semble juste fondamental. Alors j'ai une question, Françoise. Est-ce que vous avez déjà reçu des mineurs ? Alors non, les mineurs non. C'est un choix qu'on avait fait quand on a démarré l'association. C'est à partir de 18 ans effectivement qu'on reçoit les personnes. Alors l'accompagnement des enfants dont on parlait qui sont dans ce contexte de violence conjugale, c'est autre chose. Mais pour l'instant non, on a fixé 16-18 ans qui ont peut-être des relations tendues avec un alors sur ces âges-là, c'est vrai que c'est très compliqué de demander de l'aide. C'est plutôt les copains qu'on sollicite qu'une asso. On a cette visibilité-là. Juridiquement, à mon avis, il y a un gap. Oui, c'est ça. Donc on s'est dit, il y a suffisamment à faire. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais ce qu'on constate par contre avec les jeunes majeurs... Bien dans le micro, François. Pardon. Ce qu'on constate... Je regardais la vie, c'est pour oui, ça. Ce qu'on constate avec les jeunes majeurs, c'est la violence liée aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement. Aux vidéos intimes qui circulent, ça c'est catastrophique. Donc on vient vous voir pour vous dire... j'étais en couple, voilà, on vient de se séparer, il y a des vidéos de moi qui circulent, je sais pas quoi faire, voilà, je suis affichée partout, il n'arrête pas. Donc oui, vous intervenez aussi. Et puis il ne faut pas forcément être marié, ça c'est... Oui, bien sûr. Peut-être oui, le rappeler, absolument. Union libre, Pax, voilà, les couples hétérosexuels, homosexuels, bien sûr, c'est un couple quel qu'il soit, absolument. Alors, est-ce qu'il y a des projets concrets qui sont nés de votre partenariat ? Est-ce que vous organisez, je ne sais pas moi, des journées de débat, d'échanges autour de violences ? Est-ce que ça... On est assez créatifs avec Françoise, donc là-dessus, on n'a pas de sujet. Le quotidien, en fait, nous a pas permis aujourd'hui de le faire, mais oui, il y a énormément de projets. Nos projets aujourd'hui sont plutôt la mise en lumière de l'association et de la réponse. Certaines villes, alors je voudrais signer Montigny-les-Cormeilles, se sont emparées du sujet il y a quelques années. Jean-Noël Carpentier, maire de la ville, et Milou Goudjil, l'actuel maire de la ville, voilà, ce sont des sujets pour eux qui sont fondamentaux. Il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets. Il y a des actions qui ont été menées, il y a une marche, etc. Il y a des marches chaque année, effectivement. Il y a beaucoup de communication. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, notre combat, il est là. C'est comment on peut continuer à mettre en lumière sur ce territoire. Et voilà, et j'ai conscience qu'on arrive, alors pas au bout du gap, hein, mais qu'on a beaucoup fait sur le sujet, il va falloir continuer. Mais non, on a des actions communes. Une action commune que l'on prévoit de faire, par exemple,
qui va devoir se caler, s'organiser, mais c'est finalement celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comment sensibiliser l'équipe de la mission locale, mais aussi, pourquoi pas, des partenaires, etc., à ce sujet. On découvre tout à l'heure la définition même de la violence conjugale, la différence entre conflits, etc. On a besoin de s'acculturer sur le sujet. Donc nous, en interne, on a besoin. Encore une fois, c'est nécessaire. On a des professionnels qui savent en parler bien mieux que nous, donc on va les utiliser. Voilà, aujourd'hui, les projets sont là. Mais je vois avec Françoise, ça va, on est un peu hyperactifs tous les deux. Donc c'est juste une histoire d'agenda. Après, concrètement, tu ne l'as peut-être pas précisé, mais David, dès le début, c'est vous venez quand vous voulez dans les locaux, pour les rendez-vous, pour vos réunions, parce que c'est faut aussi des réunions de fonctionnement, des réunions d'équipe. On n'a pas parlé de toute l'équipe, mais tout ce parcours de bénévoles qu'on propose aussi. Donc clairement, moi, j'ai les clés d'une antenne, une convention. Et je peux utiliser ce local grâce à David. Alors justement, tu parlais des bénévoles, de ton équipe. Alors comment vous êtes structuré aujourd'hui ? Qui fait quoi ? Est-ce que vous avez des salariés ? Comment ça se passe ? Alors pour l'instant, 0 salarié, que des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Ok. Et au tout début de l'association, on recevait un bénévole qui voulait aider, et puis on voyait que ça matchait bien, et puis on lui faisait une vraie place dans l'asso. Là, on structure un petit peu différemment parce qu'on a un peu plus de recul. Et en fait, tout bénévole qui a envie de nous aider, on n'a même pas besoin de les recruter, ils viennent tout seuls. On organise un parcours. Donc, on a eu la première promotion là, de bénévoles qui a démarré en octobre 2024, qui va se terminer là en mois de mai, où on prend ces temps-là de justement ensemble parler de ce que sont les violences conjugales, des limites de l'accompagnement, de la posture d'accompagnement qu'on a aussi, parce que c'est faut quand même avoir un peu de recul. Absolument. Et on apprend à se connaître aussi mutuellement, parce que tout bénévole peut avoir la meilleure volonté du monde et avoir son propre parcours personnel qui va le mettre en difficulté. Il ne s'agit pas d'être soi-même en difficulté avec une personne déjà en difficulté. Donc les bénévoles, alors évidemment que les avocats, on ne va pas leur apprendre le métier, les psychologues non plus, mais toutes les personnes, on n'a pas parlé de ce rôle-là au sein de l'asso, toutes les personnes qui se destinent à être ce qu'on appelle accompagnants, c'est-à-dire faire les tout premiers entretiens dont on a parlé et garder ce lien tout au long du parcours au sein de l'asso. Si Lucie a besoin d'une avocate, évidemment, après le premier entretien, on va estimer qu'effectivement, il y a urgence ou il faut mettre en place des choses pour les enfants, pour elle-même, pour sa sécurité. Mais une fois que les choses sont mises en place et décidées et actées, il y a plein de moments de découragement. Il y a plein de moments d'attente où le rôle d'accompagnant et d'accompagnante va être important. Prendre des nouvelles, voir comment ça va, si elle a fait une démarche pour un logement ou autre. Enfin, voilà, donc on garde ce rôle-là. Et donc ce rôle bénévole d'accompagnant, on le travaille, on le structure avec tout ce parcours-là de réunions et d'ateliers. Et petit à petit, on va proposer à ce bénévole ou cette bénévole-là d'assister à des premiers entretiens. D'accord. De faire un binôme. Et puis, à terme, de prendre en charge le lead de l'entretien, on débriefe après à chaque fois. Et voilà, donc il y a tout ce parcours-là qu'on a imaginé, qu'on a structuré. Voilà. Et tous les ans, le CA élargi, on se réunit, on fait une journée complète de brainstorming, où on en est, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment on voit l'année qui vient, et on met ça en place. Et le bénévole, il peut être contacté à n'importe quel moment. Comment ça se passe pour, je ne sais pas, il accompagne une femme et que, je sais pas, à minuit, elle veut l'appeler. Chacun propose ses propres limites. D'accord. Après, les plateformes d'appel, elles existent. Il y a le 3919 qui existe, avec des écoutants H24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que la posture de l'accompagnant, elle est très importante. Peut-être que pour la victime, c'est important d'avoir quelqu'un au téléphone à minuit. Mais quelle valeur ajoutée au sein de l'asso on va pouvoir proposer en passant une nuit blanche ? Vous voyez, c'est pas forcément. Voilà, il y a des services dédiés. Il faut qu'on se protège nous aussi pour pas s'effondrer parce que c'est toujours très très lourd. Et on pose le cadre dès le début aussi avec la personne. Il y a des personnes qui vont être très sollicitantes parce que c'est le début, parce qu'elles ont besoin de parler, qu'on est la seule oreille disponible pour elles et que la confiance est installée. D'autres vont peut-être aller, au contraire s'imposer en disant « mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous êtes sûr que ça va ?» Voilà, un peu plus insistant. Mais à nous, bénévoles, de dire après 19h, je serai moins joignable. Et c'est respecté, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et un appel à minuit, c'est souvent une urgence, et ce n'est pas nous, petit asso. C'est souvent les services de l'ordre qu'il faut orienter. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis, on se rencontre aussi, alors je vais revenir sur les personnes qui vont être très sollicitantes.
Au début, évidemment, qu'on est hyper dispo, puis après, on voit bien que ça peut être très envahissant et que, du coup, inconsciemment, cette personne, Lucie, va peut-être chercher un attachement particulier, être très sollicitant et chercher une espèce de tutelle. Oui, et donc, moi, je vais doser. Une relation amicale aussi, un peu moins, on va dire, professionnelle. Mais justement, il plus, faut être vigilant sur tout ça. Moi, je vous vois systématiquement, je ne raconte pas ma vie, j'essaie d'avoir une posture professionnelle. Et c'est ça que les nouveaux bénévoles doivent entendre aussi au début, parce que sinon, ça déborde tout de suite et c'est compliqué après. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, une personne qui va être très prenante, au fil du temps, moi, je vais pas répondre tout de suite ou laisser un petit peu de temps parce que elle sait qu'on est là pour elle, elle va nous demander de l'aide. Et moi, ma stratégie, c'est de dire, si je réponds pas, et pas tout de suite, elle-même, elle va trouver la solution. Évidemment que je rappelle après, mais plus le temps s'installe, plus je vais laisser un petit peu de temps. Et après, on débriefe, et je suis toujours là pour elle. Mais quand on est pendant des années sous emprise, et qu'on n'a pas confiance en soi, dès qu'il y a quelqu'un qui est dispo, on va le, entre guillemets, vampiriser en disant, c'est elle qui va m'aider. C'est mon rock, c'est mon point d'attache. Voilà. Donc petit à petit, alors évidemment que ça se dose, et une fois de plus c'est du sur-mesure, mais on va essayer de faire ça comme ça. Très bien, alors le mot la phrase qu'on peut retenir de cette émission, c'est oui, on peut s'en sortir. Oui. Et ça, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, doivent le garder à l'esprit. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, on l'a dit, amis, famille, collègues, victimes de violences. On est tous concernés. Voilà, donc peut-être leur rappeler que vous êtes là. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner, sans jugement. Sans jugement, et qu'on peut s'en sortir, mais c'est tellement compliqué quand on est tout seul. Donc il faut se faire aider. Est-ce qu'il y a des questions, Laïssa? Tu penses à une question, David? Ouais, moi j'en avais peut-être une sur justement, on parlait des bénévoles. Oui. Dans l'équipe, il y a psychologues, avocats, etc. Ils sont aussi bénévoles. Est-ce qu'il faut que les victimes, elles prévoient aussi de pouvoir payer? Enfin, comment ça se passe dans ce cas de figure? Alors, pour ce qui est actuellement, en tout cas, on demande vraiment rien du tout financièrement aux personnes qu'on accompagne. Là où il y a un système qui existe, c'est sur l'accompagnement juridique, sur le conseil juridique. Les avocates, effectivement, vu l'ampleur du travail, ne vont pas travailler gratuitement. Soit la personne a les ressources pour, et évidemment qu'il peut y avoir un aménagement de règlement, soit la personne n'a pas les revenus, et il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Donc en général, le plafond, c'est le SMIC. Donc une personne qui gagne moins que le SMIC peut demander une aide juridictionnelle, ou un avocat va être désigné. Alors nous, si elle souhaite, ça ne sera pas un avocat désigné d'office, mais un avocat de l'équipe, une avocate de l'équipe. On rajoute le nom tout de suite dans le dossier. Voilà. Et donc en fait, c'est l'État qui va prendre à charge les frais d'avocat pour la personne qui n'aurait pas les moyens de régler des honoraires d'avocat. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc, finalement, pas trop de barrières. Non, il y a tellement de freins et de barrières quand on est dans ces situations-là qu'on veut faciliter vraiment l'accès à l'accompagnement sans qu'il y ait un frein financier, en fait. Est-ce que tu penses à autre chose, David ? Alors moi, je sais que tu penses à plein de choses. Oui, je pense à plein de choses, je te confirme. Non, moi, je voulais juste préciser que j'étais hyper heureux en fait que Françoise ait accepté de venir. Je tiens énormément à cette association, même si j'y suis peu. Il y a une vraie réponse. Et j'ai deux mots en fait. Il y a éclairant, la première chose, parce que j'adore la manière dont Françoise explique les choses. C'est simple, c'est clair, et c'est éclairant parce que ça repositionne ce dont on parle, dont les médias nous parlent tellement mal, dont notre société juge beaucoup. Donc, voilà, éclairant. Et puis, le deuxième mot, c'est espoir. Parce que tu le dis François, c'est un long chemin, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a de l'espoir. C'est-à-dire que la société bouge, les réponses arrivent, sont déjà arrivées, continuent à grandir. Voilà. Il se passe plein de choses autour de ce sujet. Voilà, donc c'est vraiment les deux choses que je voulais mettre en avant, et vraiment une joie d'avoir partagé cette émission avec toi. Mais joie partagée, mon petit David. Alors moi, quand tu parles d'éclairage et d'espoir, moi ce que je dis souvent aussi aux personnes que j'ai en face de moi, c'est ce que vous avez réussi à supporter, j'en serais incapable. Oui. Vous avez une force incroyable. Donc on va évidemment vous accompagner, mais vous avez
les clés pour y arriver. Les ressources Elles en ont vous. une force Ouais. des ressources, c'est impressionnant. Et puis je vais peut-être quand même citer les partenaires parce qu'on disait que on Bien ne fait sûr, jamais bien seul. sûr. Évidemment qu'il y a David et la mission locale depuis le début. Je vais citer la ville de Franconville aussi, Ouais. très présente depuis le début. On a une convention avec la ville qui est très facilitante pour notre quotidien, je tiens à le souligner. La ville d'Andilly, également. Notre banque, qui est le groupe CIC, Crédit Mutuel, qui facilite les ouvertures de comptes parce que l'aspect financier... Pour les femmes. Exactement. Donc, je l'ai vécu à 2-3 reprises. Il y a une vraie volonté, une politique de ce groupe-là, donc je le souligne. Et puis, un partenariat aussi auquel je tiens beaucoup, qui est avec le groupe Ramsay, la clinique Claude Bernard à Hermont. Oui. Nous avons une journée par semaine, un local qui est mis à disposition pour recevoir les personnes victimes. Et donc, ça, c'est très, très bien. Et puis, tous les donateurs, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des dons. Donc on peut faire des dons si les mais éditeurs volontiers. souhaitent. Donc on remettra toutes les Fais-nous infos nous sur Ouais. le site internet de la radio avec les liens, les adresses mail, les numéros de téléphone, etc. Je voulais juste revenir sur un point. On a parlé du moyen de détection de violence conjugale chez le médecin, puisque c'est Oui. là où on est, je pense que c'est peut-être Ouais. important de le rappeler, c'est là où on est un peu isolé avec une Oui. personne de confiance, un Oui. professionnel de Oui. santé. Quels conseils vous donneriez aux médecins, aux patients aussi, dans la détection de ces violences ? Alors, on a présenté l'association à une maison de santé il n'y a pas très longtemps. Et on a vu à quel point les professionnels de santé, il y avait autour de la table des généralistes, sages-femmes, infirmières, j'en oublie, complètement démunis, pas formés, manque de temps. Donc il y a aussi cette réalité-là. Ouais. Après, il y a un médecin, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Antoine Guernon, et qui dit qu'en fait, une femme sur 5 qu'on reçoit en consultation, elle est victime de violences conjugales. C'est énorme. C'est énorme. Ici. Donc, tout dépend, on va revenir à ce cycle de violence. Ouais. Quand il y a le rendez-vous médecin, est-ce qu'elle est en capacité de parler ? Est-ce qu'elle a envie de parler ? Mais il y a une vraie... Après, il y a le secret professionnel qui fait que les médecins sont aussi un petit peu bloqués, Oui. empêchés, et que c'est compliqué. Mais tous les écrits professionnels, quels qu'ils soient, et notamment médicaux, sont importants pour la suite. Si à un moment donné, il y a dépôt de plainte pour reconnaître la situation clinique de la personne ou psychologique. Est-ce que ce serait pas, je ne sais pas moi, d'emblée à chaque... mettre en place une sorte de process à chaque rendez-vous médical, demander vous sentez-vous en danger, enfin avoir des questions un peu type. Je l'ai vécu puisque j'ai changé de médecin généraliste il y a 2 ans. D'accord. La question est posée, est-ce que vous êtes victime de violences conjugales ? Il faut Vous le remplir savez un aussi. questionnaire. Non, c'est verbal, ou c'est c'est verbal. Ok. Ouais, C'est moi un peu aussi, abrupt, je l'ai hein. vécu. Et... Ouais. C'est un peu abrupt. Oui. Hein, c'est- Ouais. ouais, mais c'est fait. Mais ça ouvre c'est au fait. moins la porte. C'est ça. Exactement. Ouais, parce moi, que- je trouve ça rassurant parce que c'est effectivement, j'ai aussi eu Hein, ça. ouais. Et c'est vrai que du coup, tu sais tout de suite que tu vas être écouté si jamais il y a un souci. Parce que moi, j'ai eu une émission avec une jeune femme. Elle, c'était les violences sexuelles faites sur les mineurs, sur les enfants. Et pareil, qui demandait au médecin de questionner le patient en disant avez-vous déjà eu des violences sexuelles dans l'enfance ? Et la réponse des gens était... il y en avait un nombre, quoi. Ouais, ouais. Donc, peut-être mettre ça aussi... Après, c'est compliqué aussi. Moi, ce que j'entends, c'est que souvent, le médecin généraliste, il est partagé entre Lucie et Kevin. Et en parler, il va jamais me croire, il le connaît depuis tout petit, ou il va me dire, il va minimiser, parce que c'est aussi ça. Et les médecins ont rarement aussi le temps de poser c'est rapide, une consultation. Ouais. Mais voilà, il y a des professionnels, c'est une question de personne à chaque fois. Il y a des C'est professionnels ça. qui vont être réceptifs à Oui, ça, ouais. sensibles, proposer le dialogue, mais j'ai le souvenir d'une sage-femme qui m'a dit le couple était là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai posé la question, monsieur s'est énervé, j'ai plus revu la patiente. Oui, alors que moi, quand ça s'était fait, justement, c'était sous prétexte d'un examen. Ouais. Et du coup, c'est monsieur, est-ce que vous pouvez sortir, je vais faire un examen. Ah oui, Et à elle ce moment-là, l'isole. du coup, poser la question et de savoir si tout va bien et si ce qu'elle a aperçu est véridique ou pas. Et du coup, on se sent aussi protégé parce qu'il y a cette démarche de faire sortir l'autre et que ce soit justifié ou pas, finalement, on sait qu'on est dans un cadre sécurisant. Mais oui, parce qu'il y a cette autorité-là médicale de dire non, là, vous sortez, monsieur. Ouais. Voilà. Mais, David, tu voulais réagir ? Non ? Non, j'ai écouté. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a tout dit ?
Je reviendrai pour parler de la prévention et de la sensibilisation. Oui, parce c'est qu'on vrai n'a que pas parlé de c'est un, tout. c'est un Mais grand volet, voilà. mais si tu veux en dire un mot, il nous prendra- reste quelques minutes, mais, Oui, ça va être assez bref. Oui. Donc, parce que c'est quand même très important. Oui, pour nous, quand on a conçu l'association, évidemment que c'était très important. Donc, en fait, on a déjà, en 2024, réussi à proposer des ateliers pour les enfants. Alors, on ne D'accord. parle pas de violence conjugale avec les enfants, on est bien d'accord. D'accord. On parle de respect, de vivre ensemble. Et on a imaginé des petits jeux par tranche d'âge. Donc, on a fait Ok. avec des 6-8 ans, des 9-11, des 12-15. Ah oui, ça commence dès la primaire. Ouais. Ah bah, ça peut même commencer avant. Hein. D'accord. Et donc, par des petites scénettes, alors avec les petits, on a travaillé avec des peluches, avec les plus grands, on a repris un petit peu les couleurs du violentomètre dont on Oui, a on parlé va, tout à on l'heure. va, on va Et en parler, on va voilà, faire la le divulguer. promotion de cet outil. Donc, on propose, voilà, ça a été des choses en one-shot. On aimerait qu'il y ait des cycles autour de ça, parce qu'il faut répéter les choses régulièrement pour espérer bouger les lignes, mais on sème de nouveau des graines. Des graines. Ouais. Et donc, on parle de prévention avec les enfants et sensibilisation avec les adultes. Et pareil, on a fait des groupes avec des femmes qui étaient présentes, des hommes peu présents, mais dans des maisons de quartier, par exemple. Où là, voilà, on est un peu dans la provoque en disant qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple ne marche pas. Alors là, ça se lâche. Voilà, on le pousse du balcon, machin. Voilà, c'est des gros délires. Et après, on dit, OK, si ça ne marche pas, d'après vous, et là, on va sur les violences conjugales. Et pareil, on décline. On a des plateaux vierges du vert au rouge où on a préparé des petites cartes sur des situations. Où est-ce que vous le mettez? Et c'est pas tant la réponse qui est importante, c'est ce qui se passe dans le groupe. Ouais. C'est ah, tu le mets là, toi? Ouais. Ah ouais, ça c'est pas normal. Ouais. Ah ouais. Donc il y a de nouveau là des petites graines qui. Éveiller un peu les consciences. Ouais. Bah parce que on est tous concernés, Ouais. quoi, vraiment. Hein. Et ça, c'est des services que vous proposez aux Alors, villes. C'est ça. C'est des ateliers qu'on propose. Et quand on a imaginé l'association, cette partie de prévention, c'est une prestation. Donc, on facture. Ça nous permet d'avoir nos propres ressources financières. Et donc, voilà, on propose ces ateliers-là. On a une équipe dédiée sur la partie prévention et sensibilisation qui a construit ces ateliers, qui va développer ça pour le proposer de manière un peu plus intensive aussi. Dans les écoles. Alors, les maisons de écoles, quartier. pas encore, on aimerait. D'accord. Travailler avec des classes entières, c'est aussi différent. Oui. Il faut un point d'entrée, mais on a ça en projet. Là, c'était plutôt des centres de loisirs ou des maisons de quartier. Vous voyez, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Très bien. Voilà. Donc, cette prévention et cette sensibilisation qui est quand même très importante, puisque finalement, c'est prendre le problème à la racine. Exactement. Et donc, d'autres projets sur cette sensibilisation. On va développer ça c'est sûr. Et puis sinon, alors j'en parle pas forcément, mais on a 2 villes qui nous ont approchés en nous demandant de mettre en place des permanences dans leur ville pour faciliter effectivement l'accompagnement, puisque je pense qu'il y a aussi des acteurs de terrain qui font remonter qu'il faut une réponse, comme tu disais. Beaucoup de personnes qui sont démunies finalement, Absolument. il n'y a pas de réponse. Absolument. Et puis c'est complexe, donc il faut donc travailler besoin ensemble. de bénévoles. Toujours besoin avec grand de plaisir. bénévoles. Avec grand plaisir. Alors, ce qu'on propose, c'est qu'on mettra toutes les infos, nous, sur le site internet idfm98.fr. Vous avez parlé aussi de cet outil qui s'appelle le violentomètre. Oui. Je vais en commander dès la fin de cette émission. Oui. Où là, je vais vous laisser expliquer. Vous aurez les Oui, en fait, c'est un outil, c'est mots. comme une petite réglette qui est colorée avec, on va dire, 3 gros pavés, le vert, le jaune-orange et le rouge. Donc, ce qui est en vert, c'est des petites phrases. Est-ce que il a confiance en toi? Est-ce qu'il respecte tes décisions, tes désirs? Il s'assure de ton accord pour tout ce que vous faites ensemble. Donc là, tout est vert, on profite, tout va bien. Et puis ça va un peu moins bien. Il te fait du chantage, il se moque de toi en public, il te manipule. Donc là, il faut vraiment avoir une vraie vigilance. Et puis, on va vers le rouge, où il faut se protéger et demander de l'aide. Oui. Il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Il menace de se suicider à cause de toi. Voilà. Et nous, on pourrait même rajouter du noir, parce que quand il y a des cas va très un peu loin, plus extrêmes. menace avec armes et autres. Ouais. Oui, donc ce petit outil, où on peut le retrouver? Alors, on peut le retrouver en le commandant, notamment dans un centre de ressources d'Île-de-France qui s'appelle le centre Hubertine Auclair. Oui. Ils ont un site. Et puis, il y a des municipalités qui, comme le soulignait David, comme la ville de Montigny, impriment les sachets de pain pour les tradis, impriment ce violentomètre à 2 moments de l'année, en mars et en novembre, plutôt en novembre, sur le droit des femmes. Autour du 25 novembre. Donc, on peut le retrouver. Et sur Internet aussi. Sur Internet, voilà. Vous pouvez Alors, il y a le violentomètre, il y a le respectomètre. Autour de la prostitution, il y a le michtomètre. Enfin, il y a plein de déclinaisons. Mais c'est précis.
Alors, c'est pas une fin en soi, mais ça aide à prendre conscience aussi. C'est une prise de conscience. On Ouais. l'utilise à la Ouais. mission locale Oui. et ça aide à la prise de conscience. Puis ça peut sembler finalement du bon sens, mais quand c'est écrit et quand on voit les couleurs, c'est vrai que Oui, c'est Ça- questionnant. Oui, et C'est questionnant, on ouais. revient toujours à ce qu'on se disait, tu sais, c'est toujours simple d'une personne donne un avis, ça peut être jugeant, ça peut être parfois maladroit. Oui. Si tu en prends conscience seul, c'est comme ça en fait que les choses bougent. Oui, ça avance. C'est comme ça que tu avances, que tu vas déclencher quelque chose, parfois à court, moyen ou long terme, mais c'est tout l'intérêt de la règle du Oui, violentomètre. de ce genre de support. Eh bien, merci beaucoup pour cette Merci belle beaucoup. émission. On a Merci parlé de infiniment. l'association Nouvel Horizon, partenaire de la mission locale Vallée de Montmorency. Merci Françoise Noiret. Je rappelle que vous êtes présidente de cette association. On va remettre toutes les infos. Il y a un Merci. site internet qui est disponible, un peu en travaux actuellement. mais je vais peut-être le donner. C'est nouvelle-horizon-95.fr. Vous avez plusieurs antennes sur le Val d'Oise. Absolument. On mettra tous vos contacts sur le site internet. Une association qui œuvre pour la prévention de la violence conjugale, mais aussi l'accompagnement des victimes et avec des professionnels. Donc, Absolument. ça, je pense que c'est important de le rappeler. Avocats, psychologues, assistantes sociales, médecins. Tout est fait pour accompagner les victimes qui subissent des violences conjugales. David Potrel, merci beaucoup. Je rappelle que tu es président, non pas président de la République, non, directeur de l'association. J'ai aucune volonté, on peut le dire tout de suite, j'ai aucune velléité. Directeur de la mission locale Vallée de Montmorency, bien évidemment. On a rendez-vous ensemble tous les premiers lundis de chaque mois à partir de 13h pour découvrir vos partenaires. Et merci Laïssa, responsable de communication pour la mission locale Vallée de Montmorency. Bonne journée à tous. Merci à toi. Restez bien à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. On repart en musique. Et moi, je vous retrouve vendredi 16h.